Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Un menu alléchant pour revenir sur l'actualité de la semaine au Bénin, mais également en Afrique. On revient sur l'installation, la désignation des maires. On va en parler. Quatrième, bien sûr, mandature de la décentralisation au Bénin. Point de la désignation des maires. 26 ont été élus, mais face au goulot d'étranglement qui bloquait, bien sûr, les élections, le Parlement a été obligé de modifier le code électoral, ce qui a permis de désigner les 51 autres maires. Nous reviendrons sur le point. En général, on retient carrément que l'UP s'en soit avec 41, le Bloc républicain 29 et le parti d'opposition, les Forces Corée pour un Bénin émergent, 7 maires. Ensuite, nous reviendrons sur le cas de la plus grande municipalité du Bénin, Cotonou, avec Luc Setondi Atrokpo, ancien maire de Boykan. Il a été désigné maire de Cotonou lundi dernier. Nous allons revenir sur, ce qu'il pouvait apporter de nouveau, et bien sûr, dans la plus grande municipalité de Cotonou. Quels sont les sens de développement de Cotonou avec Luc Setondi Atrokpo. Dans la commune d'Abo-Menkalavi également, Georges Bada, très cité. En tout cas, finalement, a cédé son fauteuil à Angelo Awandinou, qui donc prédestine désormais, et bien sûr, qui sera désormais commande, et bien sûr, dans cette commune-là du sud Bénin. Également, l'actualité en Afrique, c'est la mort de l'ex-chef rebelle devenu président au Burundi en 2005 après 15 ans d'exercice du pouvoir. Pierre Nkurunziza, et bien sûr, a cassé la pipe alors qu'il s'apprêtait à transmettre le pouvoir à son successeur élu le 20 août dernier, Évariste Ndayishimiye, qui devait donc être investi dans pratiquement 2 mois. Nous reviendrons sur les conséquences de la mort, bien sûr, de ce leader au Burundi avec mes confrères qui sont déjà sur ce plateau du décryptage ou de l'actualité nationale. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Gilles Christidi, bonsoir. Bonsoir Corneille, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et puis en face de vous, Cédric Kitikaon, bonsoir. Bonsoir Corneille. Gilles Christidi, journaliste indépendant. Et puis Cédric, journaliste correspondant, Littoral Ouémé, c'est bien cela. Exactement. De la radio Cédon. Exactement. Voilà. Merci, chers confrères. On va une fois encore accepter et bien sûr partager ce plateau avec nous. On revient sur donc l'installation, la désignation des maires, en tout cas les élections par endroit et désignation par endroit. De toutes les façons, les 77 maires sont bel et bien connus. Eh bien, quelle est votre réaction? Ça a été un peu difficile finalement. On connaît ceux qui gèrent désormais nos communes. Non, ce n'était pas difficile. Il n'y avait pas si tant de problèmes. Si la discipline de groupe était bien observée, il n'y avait pas de problème, même avec le code électoral qu'on a modifié. C'est parce qu'il y a une discipline qui s'est installée que pour pouvoir régler ce problème rapidement, la loi interprétative, comme le disent les députés, a été donc votée. Sinon, avec même les dispositions du code électoral en l'état, on pouvait bien procéder à l'installation des maires. Ce qui me fait marrer un peu, c'est la manière dont vous donnez les mots, puisque tantôt installation, tantôt élection, tantôt désignation. Parce que sur les ça 77, on a 26 maires élus, voilà, une élection. Et puis les 51 autres désignés. Désigné. Bon, pour ne pas dire nommé. Bon, désigné. Mais c'est désigné. C'est désigné, voilà. Alors, en attendant de rentrer dans le fond du sujet, Gilles Christ. Oui, je pense que ce processus-là vient confirmer que le processus de la décentralisation a encore beaucoup de plomb dans l'aile au Bénin. Nous avons déjà enregistré 3 différentes mandatures. C'est la 4e qui est en train de s'installer. Et si on s'évertue à faire un petit bilan depuis 2003, où la décentralisation a commencé jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que probablement, pour moi en tout cas, la meilleure mandature, c'était la première. Après, la deuxième a connu beaucoup de désordre, si on peut le dire ainsi, avec une affaire de gestion des fonds FADEC, etc., où il y avait eu ce ping-pong entre l'ANCB
dont certains mais à l'époque, et l'Assemblée nationale. Donc, si on fait un bilan, on constate que la deuxième mandature a été une mandature où on s'est rendu compte qu'en voulant décentraliser la gestion de l'État, on a plutôt décentralisé la corruption et d'autres maux qui minent l'État central. Mais la troisième mandature s'est achevée clopin-clopant avec l'arrivée d'un régime dit de la rupture. Beaucoup de rallongements. Bien sûr, voilà. Qui ont été élus très tard avec des problèmes. Justement, voilà. donc. Et puis, on est maintenant aux portes de la quatrième. La troisième aussi qui a connu le vent de destitution. Voilà. Justement, j'allais même au courant 2017, c'était des destitutions en cascade. Et lorsqu'on prend un peu de recul, on se demande, est-ce que dans cet environnement, les communes peuvent vraiment se développer ainsi? Et donc, vous voyez, on en est là où une nouvelle génération de maires a donc émergé, a conduit la troisième mandature à terme dans plusieurs communes. Et nous voici donc au port de la quatrième mandature de la décentralisation qui est venue vraiment en trombe, à mon avis, parce que vous voyez un peu tout le processus, c'était presque ridicule. Le pays était presque en train d'offrir un spectacle désolant. Ce qu'on a obtenu, ce qu'on a observé, franchement, on peut avoir mieux pour un pays qui s'appelle le Bénin. Désolation. Oui, désolation. Déception aussi. Votre avis? Je voudrais m'inscrire dans la même logique que Gilles Christ. On parle de quatrième mandature de la décentralisation. C'est vrai que avec 4 mandatures, vous êtes en effet en état d'attendre mieux, d'attendre vraiment mieux. Maturité, quand même. De la maturité, parce que vous êtes passé de la première mandature à la deuxième, à la troisième. Donc, avec tous les atermoiements qu'on a eu à vivre pendant les 3 mandatures, on était en droit d'espérer que pour ce processus, qu'il n'y ait pas de plomb dans l'aile, comme ce qu'on a constaté, tout ce méli-mélo qui s'est mélangé après l'Assemblée nationale qui est venue à la rescousse. En 24 heures, 48 heures, les choses ont été rapidement faites. On a rencontré les 9 partis politiques. Le jour suivant, en même temps, conformité à la Constitution, et puis paf, le samedi... C'est devenu une habitude à l'Assemblée nationale. Il faut aller vite, et puis voilà. Non, écoutez, non. C'est bon d'aller vite, mais c'est parce qu'ils sont allés vite que ce code électoral est en train de nous créer autant de problèmes. Sinon, si le code était clair, limpide, précis, on ne serait pas arrivé à la loi interprétative. Et je trouve que c'est une jurisprudence en réalité que les députés, c'est l'autre paramètre de ce qu'ils ont fait. C'est une autre jurisprudence que les députés sont en train de mettre en place. Cela voudra dire que, peut-être en pleine élection, lorsqu'on voit qu'il y a des problèmes, l'Assemblée nationale peut rapidement se réunir et changer les règles du jeu. C'est vrai que beaucoup se défendent, disent qu'ils n'ont pas changé les règles du jeu en cours du jeu, mais les faits sont têtus, les faits sont là, on est obligé de les commenter et on est obligé de les étaler. Alors, mais sur les 51 qui sont désignés, pour éviter... nommé par le parti, parce que c'est en quelque sorte, c'est cela. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a véritablement, on aura la tête des mairies véritablement de vrais leaders, n'ayant peut-être pas derrière d'autres ficelles? C'est une grosse question. Est-ce qu'ils pourront œuvrer en toute indépendance pour, en tout cas, très belle question. Et c'est là même l'enjeu de cette quatrième mandature. Vous avez aujourd'hui... D'abord, si on peut revenir un peu sur ce qui a conduit à ce processus de désignation ou de nomination par les partis politiques, le code électoral qui a été revu là, parce que le premier code électoral, c'était la version de 2013. Les députés, après les législatives, ont trouvé que, bon, il faut que on puisse encore... On a revu le code en 2019, novembre 2019. Sans oublier qu'il y avait d'abord un paramètre de 10% qu'on a dû inclure lorsque les élections approchaient. Mais en novembre, lorsqu'on a revu le code, on a très clairement dit que pour les élections locales, municipales, communales, le maire est présenté par la liste ayant la majorité absolue. Et le code était peut-être silencieux sur des paramètres où aucun parti n'a de majorité absolue. C'était peut-être le côté qu'il fallait régler. Encore que nous savons qu'en politique, il y a les compromis qui prennent beaucoup plus de place. Même si le code est limpide, les gens peuvent choisir de le contourner et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez ce qu'on a vu là où on a parlé de discipline. Moi, c'est pas ce qu'on appelle discipline. Puisqu'en faisant la réforme du système partisan, on a écouté
beaucoup de ténors qui ont défendu cette réforme prouvaient que c'était justement un moyen de mettre les gens ensemble tout en étant différents, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. Tout à fait. Et donc, l'Union progressiste, qui est un grand parti politique, le Bloc républicain, grand parti politique, FCBE, grand parti, ainsi de suite, PRD, etc., étant donné que c'est des partis qui ont d'envergure nationale, qui s'étendent sur toute l'étendue du territoire national, il est presque inconcevable que tous les militants, tous les responsables parlent d'une même voix. C'est presque inconcevable. C'est comme si c'était un parti moutonnier. Et moi, en tant que journaliste, j'avais causé avec plusieurs ténors, plusieurs acteurs politiques qui ont reconnu qu'à l'occasion de cette réforme, on n'interdisait pas les contestations ou les contradictions à l'interne. Donc, ce qui s'est passé, qu'on classe ou qu'on qualifie d'indiscipline, c'était juste des manifestations d'avis personnels. Les gens ont bien le droit de dire « nous ne sommes pas d'accord pour cette personne que vous désignez », ils ont bien le droit. Mais maintenant, est-ce qu'il fallait retourner à l'Assemblée pour toucher une loi rien que pour ça? Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce qu'il fallait pas maintenir le dialogue pour régler? Voilà, il s'est avéré que les gens ont dit, puisque le code électoral dit, c'est le parti qui a la majorité qui présente le maire. Je prends l'exemple d'une commune, Parakou. FCBE a officiellement présenté un candidat, Aboubakar Yaya. Bien sûr. Or, FCBE a une majorité absolue, de sorte à ce que, même si on additionne UP plus BR, que ça n'atteigne pas le nombre de conseillers obtenus par FCBE. 17 conseillers au total. Mais à la grande surprise de tous, on se rend compte que même au sein des FCBE, des gens n'ont pas voté pour celui qui a été présenté officiellement. Je prends l'exemple d'autres communes. Bon, je m'en arrête là. On ne peut pas dire que rien que parce qu'on a vu ça, on retourne à l'Assemblée nationale pour aller toucher à une loi, puisque c'est une loi. On aurait pu patienter, saisir le juge du contentieux, c'est-à-dire la Cour suprême, qui va statuer. Mais j'ai entendu certains consultants dire, ou certains analystes dire que si on le faisait, la Cour suprême peut interpréter la loi contrairement à ce que les députés veulent. Mais est-ce que nous sommes dans une république où c'est la volonté des députés qui prévaut? L'autre chose qu'il faut faire remarquer, c'est que la plénière qui a servi de relecture de ce code électoral, à mon avis, avait été convoquée avec un autre point à l'ordre du jour. J'ai lu l'invitation où on demandait aux députés de venir réfléchir sur le budget 2000. Bon, ça avait été mis 2017 par erreur. Mais je ne sais pas d'où est venu. C'est vrai qu'on apprenait dans les coulisses, mais je me disais non, ils vont patienter. Mais d'où est venue cette proposition de loi avec cette vitesse où on a passé la loi en procédure d'urgence? On a voté et c'est après vote maintenant que le chef de l'État rencontre les partis politiques. La procédure aussi laissée à désirer. Donc, avec ça, vous voyez que déjà, au sein des partis politiques, il n'y a que des maires sont installés aujourd'hui en sachant très bien que certains n'auraient pas voté pour eux si on allait vraiment procéder par vote, même dans leur propre camp. Donc, ça veut dire que déjà là, ça ne présage pas d'une certaine stabilité dans ces communes. L'autre paramètre, c'est que le parti politique, disons le président du parti, qui aujourd'hui détient cette possibilité, donc d'avoir la main mise sur la commune, parce que c'est le président du parti qui désigne pour dire, bon, dans telle commune X, c'est toi qui seras maire. Dans telle commune Y, c'est toi qui... Ça veut dire que celui qui est porté à la tête de la commune, lui est redevable. On n'est pas trop allé dans les coulisses de comment ça a été fait. Oui, mais nous sommes en politique. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons surtout pas naïfs. Donc, ça signifie que, de façon terre à terre, le maire est redevable vis-à-vis du chef du parti et même pourrait être amené à lui rendre compte très souvent. Qui sait si le président du parti n'ira même pas à savoir des choses dans la trésorerie de la commune. Puisque le même code électoral relu, la loi interprétative, dit que si jamais le parti retire sa confiance en ce maire, c'est qu'on peut enclencher une procédure de destitution. Mais c'est très grave. Ça veut dire que le chef du parti ne peut jamais être contesté par le maire. S'il l'appelle pour dire, bon, alors, en tant que président du parti, je veux que tu puisses envoyer 2 millions dans la caisse du parti, le maire ne peut pas dire non. En tout cas, c'est ce qu'on on espère voit. Que ça on espère. Bon, je veux espérer comme vous. Mais ce sont les travers de la loi. N'oublions pas, ça c'est ce qui concerne les partis politiques. N'oublions pas que ces deux partis-là, l'Union progressiste et le Bloc républicain, soutiennent les actions du chef de l'État. Ça veut dire que, de façon mathématique, le président de la République est le chef de la majorité présidentielle. Or, à l'arrivée, on constate que la majorité présidentielle contrôle 70 communes sur 77.
Ça veut dire que le chef de l'État aussi, en tant que chef suprême de la majorité présidentielle, contrôle aussi les maires. C'est une déduction naturelle qu'il faut faire. Donc, franchement, est-ce que ces maires-là peuvent vraiment être indépendants? J'en doute très fort. Je crains que, avant l'arrivée de cette mandature, avant 2026, que des maires ne partent sur la pointe des pieds ou ne soient chassés de leur mairie. Avec des frondes qu'on a dû éteindre, c'est de la braise qui est là, ça peut ressurgir à tout moment. Il y a des nuages, il y a d'autres nuages qui pourraient préparer justement une prochaine vente de... Voilà, parce que aussi ces maires qui sont désignés à 51 maires sur 77 sont désignés directement par le parti politique. Et à l'occasion de la cérémonie, le préfet vient, comme si c'était un résultat d'examen, et il lit. Bon, le parti a proposé, mais tant, premier adjoint, et puis on applaudit, c'est fini. Ça veut dire qu'il est venu faire comme si on délivrait un résultat. Mais ça veut dire que les conseils qui sont là ne l'ont pas vraiment élu. Il va même souffrir presque de légitimité. Ça peut aller même en déphasage. Les gens vont même lui dire, on ne t'a pas élu là. Des votes et les votes aussi. Si. Parce qu'il y a parce qu'il faut voter le budget, il faut qu'il ait la main pour pouvoir faire passer certaines décisions exécutoires. Ça va vraiment être difficile. Et je me demande s'il faudra encore en son temps retourner à l'Assemblée pour dire il faut que les conseillers votent coûte que coûte. On ne peut pas tout régler en retournant tout le temps à l'Assemblée nationale. C'est un problème de tête et non de texte. Ça, ce que je dis là, ça ne vient pas de moi, ça vient de quelqu'un qui l'avait dit hier, mais qui aujourd'hui a dit que cette loi est bonne. Alors, Cédric. Oui, j'espère que j'aurai le même temps de parole que Gilles-Christ, puisque Gilles-Christ a eu assez de temps de parole qu'on ait. Non, je voudrais dire que tout le processus électoral qui a conduit aux élections municipales du 17 mai 2020, on a remarqué une certaine paix. On a remarqué que les populations, à des endroits, sont sorties, effectivement. Mais j'ai l'impression que cette loi interprétative qui est venue à l'Assemblée nationale est venue un peu comme pour mettre en cause tout ce processus-là qui était engagé jusqu'à ce niveau-là. Parce que, comme l'a dit Gilles-Christ, ce sont les partis qui sont devenus très forts. Et surtout le président du parti politique qui est devenu très fort. Comme le disent les Ivoiriens ou les Burkinabés, il est devenu un Mongol puissant. Donc, c'est sa volonté que les maires vont désormais faire. Vous allez remarquer que lors de la désignation, lorsque le préfet finit de lire les personnes proposées, désignées par le parti, il y a des endroits où il y a une liesse populaire. Ça, c'est vrai. Ça voudra dire que cette personne désignée par le parti a déjà sa légitimité dans la commune. Je prends le cas de la commune d'Abo-Mekalavi, puisque moi j'étais là le samedi où le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, dirigeait la cérémonie. Lorsqu'on a entendu Angelo Arwandino, dehors il y avait une forte population, mais il y avait, vous allez remarquer qu'il y avait une joie qui ne disait pas son nom. Est-ce que c'était vraiment par rapport à la légitimité ou au fait que Angelo soit vraiment connu dans la commune, ou parce que les gens ne voulaient plus entendre Georges Bada? Non, bon, ça c'est un autre débat. Oui, c'est vrai. C'est parce que vous soulevez, mais ça c'est un autre débat. Mais je crois que le fait que, même si vous êtes exacerbé de quelqu'un, ou bien de la gestion de quelqu'un, le fait que déjà vous exprimez votre joie lorsque vous avez appris que c'est telle personne, c'est déjà un signe de légitimité, à mon avis. Et donc il va se sentir un peu plus à l'aise dans son fauteuil de maire de la commune d'Abo-Mekalavi, contrairement à d'autres communes où il n'y a pas eu effervescence, où il n'y a pas eu liesse populaire, ou même dans la salle où le préfet lisait le document, difficilement les gens ont applaudi parce que les gens n'ont pas adhéré donc à cette désignation. Qui vous souvient ce qui s'est passé à Malanville où des conseillers sont restés chez eux, ils ne se sont pas rendus à la mairie lors de la cérémonie. Cela voudra dire que jusqu'à présent, ils sont en train de contester donc celui qui a été désigné par le parti politique. Et je crois que les députés, en voulant régler une situation, ont créé d'autres situations. Et je crains beaucoup pour la gestion municipale. Parce que bientôt, ils vont aller peut-être au collectif budgétaire ou bien en fin d'année à l'examen budgétaire. Je crains beaucoup des blocages, puisque le parti ne peut pas contrôler toujours tous les conseillers. Il doit y avoir la diversité dans l'union. Une fois que je n'ai pas voté pour vous,
et que je trouve que la place que vous occupez, vous n'aviez pas le droit d'occuper cette place puisque peut-être que vous avez une bonne acquaintance avec le président du parti, libre à moi de vous accorder mon vote lors de tel ou bien de tel sujet en conseil municipal. C'est là qu'il y aura le problème. Et je ne voudrais pas voir ce spectacle où peut-être 10, 15, 20 communes, pour l'exercice budgétaire, on va noter des blocages, on doit encore retourner à l'Assemblée nationale pour encore prendre une autre loi interprétative. Quand est-ce que ça va finir? Je trouve que la question, c'est le dialogue. L'autre code, les articles qui ont été interprétés, on n'en avait pas besoin, puisqu'il y avait le juge qui était là, la Cour suprême. Quel est le rôle de la Cour suprême alors? La Cour suprême intervient lorsqu'il y a blocage. Quel est son rôle? En réalité, on a dénié un peu le droit à la Cour suprême d'intervenir, puisque les arguments que les honorables députés ont avancés sont des arguments, moi j'ai trouvé à mon avis que c'est des arguments politiciens, c'est juste des calculs politiques. Vous savez, pendant que nous autres... Oui, non, vous savez, pendant que nous autres, on est en train de faire notre analyse ici, mais les politiciens pensent très loin. Si. Et je crois que la présidentielle de 2021 a pesé lourd dans la balance de cette loi interprétative. Non, mais aujourd'hui, lorsque vous prenez un peu la carte, la mouvance présidentielle qui contrôle déjà 70 élus, plus l'Assemblée nationale, parce 83. que 83, et puis l'opposition qui s'en sort avec 7 maires, alors qu'on sait que très bientôt, dans 9 mois pour la présidentielle, on parlera du système du parrainage. Qu'est-ce qui pourrait se passer encore? Est-ce qu'on va se retrouver dans une carte où ça va être un peu genre les législatives dernières où on parlera peut-être pas cette fois-ci d'exclusion, mais simplement, je sais de quoi, mais en fait, c'est des questions, c'est des hypothèses. Hein, si, évidemment, nous ne sommes pas dans le secret des dieux et nous ne sommes que des analystes. Je vais être honnête avec vous. C'est parce que c'est vous qui choisissez les sujets, sinon je vous aurais même dit déjà que ce sujet, on n'aurait pas trop en parler. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été presque ahuri de voir, lorsqu'on a fini à l'Assemblée nationale, de voter cette loi interprétative, qui même n'était pas une vraie loi interprétative. Une loi interprétative, c'est une loi qui explique, qui interprète. Mais la loi, là, a plutôt complété des dispositions. Bien sûr. Hein? Donc, moi, j'ai été un peu surpris de voir que tous les partis qui se sont rendus chez le chef de l'État ont dit que c'est bon. Il y a des partis qui n'ont même pas pu participer aux élections, c'est-à-dire qui n'ont pas franchi la barre de la Sénat, qui sont allés le jour-là. Moi, je m'attendais à ce que au moins... Est-ce que ça, c'est pas l'effet de la communication? Si, mais je me demandais, au moins, eux, ils auraient pu dire, comment cela se fait-il qu'on n'ait pas révisé la loi au moment où on était bloqué? Pour ceux qui ont été bloqués, par exemple, par la disposition des 10%, ils n'ont même déjà pas au niveau de la été gênés Sénat, par quand les gens Oui, n'ont pas mais pu, ils ne l'ont pas dit. remplir les Donc, du formalités. coup, moi, je me suis demandé pourquoi devrais-je alors prendre beaucoup de temps pour en parler. C'est pas c'est vous qui choisissez les sujets. Mais encore que cela ressemblait un peu à une certaine comédie. Quand on Bon, sait déjà que... c'est vous qui le dites. Oui, tout à fait. Parce que quand on sait déjà que ces mêmes acteurs politiques, ce sont eux qui sont à l'Assemblée nationale et qui ont voté les textes. C'est après cela qu'on dit qu'on reçoit les partis politiques. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure c'est de toute façon, que la procédure était biaisée. Du point de vue chronologique, ça ne répond pas vraiment. Donc, cela dit, pour la question du parrainage, la loi dit, le code électoral voté par les députés dit que désormais, même si vous avez réuni toutes les pièces possibles, casier judiciaire, montant de la caution qui est de 50 millions maintenant, etc., vous ne pouvez pas avoir votre dossier validé à la Sénat si vous n'avez pas réuni une signature de 16 parrains. Voilà. Et la loi dit que ces parrains peuvent être des députés et ou maires. Bon, à l'Assemblée nationale, nous avons 83 députés qui soutiennent l'action du chef de l'État. Et d'ailleurs, ça se traduit par les votes. Tous les votes se font par unanimité. La 4e mandature de la décentralisation qui vient de s'installer, 70 maires soutiennent le chef de l'État. Ça veut dire que même si en 2021, quelqu'un, un Corneille Aïssé veut être président de la République et que le chef de la majorité présidentielle, peut-être le chef de l'État lui-même, puisque les partis le soutiennent, peut-être qu'il va déléguer son pouvoir à quelqu'un d'autre comme chef de la majorité, mais si ce chef-là ne donne pas le quitus à ces élus-là, de vous parrainer, vous ne pouvez pas être candidat. C'est
une répercussion. Est-ce que c'est positif ou pas? Les gens n'ont qu'à tirer les conclusions. Non, mais est-ce que... Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça qui fait C'est une dire que- analyse un peu mathématique, hein? Si, si, c'est mais très on- simple. on- Ce on n'est a- même pas une prise on a- de position. on a hein, c'est vu- juste- on a quand même vu au Bénin ici, hein, quand il s'agissait de lever l'immunité de Komi Koutié, on a vu le comportement à l'Assemblée nationale. En ce Non, mais- moment, déjà, il y avait déjà eu cette de relier vers les FCBE, vers la rupture. Et C'était pourtant, les ils ont c'était les su dire, députés ils ont de- su dire non. Ils ont Non, su dire mais- non. mais- Alors, tout est... Julie Christ, Oui. est-ce que tout, en tout cas, tout est possible encore? Connais Aïssé. Nous avons deux partis politiques qui ont 70 maires entre eux. Et Un parti a 43. 41 maires, l'autre a 29. Ça veut dire que celui qui a 29 peut même parrainer déjà un candidat au moins. On est d'accord? Celui qui a 41 peut parrainer 2 candidats. Or, le code électoral dit que vous ne pouvez pas être maire si le parti politique ne vous désigne pas. Ça veut dire que le parti peut donner un mot d'ordre officiellement pour dire nos maires Tout à fait. ne peuvent pas valider une candidature sans notre avis. Vous voyez un peu, tout est mathématique. Il suffira juste que le présidentiable ne reçoive pas l'assentiment du parti politique en tant qu'institution Voilà, c'est justement. pour qu'aucun maire ne puisse signer votre candidature. Et qui dit maire dit aussi député, puisque les mêmes partis politiques ont autant de maires que de députés. Donc, c'est une conséquence. Le jeu est fait. Le jeu est fait. Et puis, vous voyez, le FCBE, qui est considéré dans le processus comme parti d'opposition, n'a que 7 maires. La loi dit 16 parrains. Donc, si FCBE avait Seulement même 7 15, maires. 14, on peut dire qu'avec les jeux de négociation, ils en arriveraient à 16 après. Mais ils ont 7. Mais Ça n'atteint même pas attention, la moitié. surprise, Donc, 9 mois, on verra. c'est encore beaucoup de temps. On verra. Cédric, Non, mathématiquement, lorsqu'on voit un peu tel que le code électoral a été rédigé, on voit un peu comment est-ce que les élections législatives se sont passées, comment est-ce que le processus qui a conduit donc à la désignation des maires pour les communales a été fait. Il ne faudrait pas s'attendre à une surprise pour 2021. Non, il faut le retenir. Il ne faudrait pas s'attendre à une surprise pour 2021. Parce que j'ai l'impression, et je voudrais que les femmes ne me donnent pas raison demain. C'est dans 9 mois. J'ai l'impression que les dés sont déjà pipés. Puisque la FCBE, qui est 10 partis de l'opposition aujourd'hui, est incapable de pouvoir désigner un candidat pour la présidentielle 2021. C'est clair. C'est la loi qui l'a dit. En réalité, ce qui se passe, c'est légal. Maintenant, il faut se poser la question de savoir si, bon, est-ce que c'est parce que c'est légal que c'est correct, que c'est légitime, que c'est bien pour la société. Là, la FCBE a 7 communes, 7 maires. Ça n'atteint même pas la moitié même. la moitié même Non, ça n'atteint du nombre de maires qui doivent parrainer un présidentiable. Ce qui est sûr, la FCB va encore se rechercher. Et que lorsque vous suivez le chef de l'État lors de sa rencontre avec le parti politique, vous vous rendez compte qu'il sait là où il va. Il a été très strict, il dit, je verrai d'un mauvais œil quelques négociations Tout à fait. pour accord communal entre les partis qui soutiennent mon action, le BR ou bien l'Union progressiste, avec FCBE. Déjà, le chef de la majorité présidentielle qui le dit, c'est qu'en réalité, tout est déjà verrouillé. Tout est déjà verrouillé. Donc, ne vous attendez pas à une surprise pour 2021. Le processus est lancé et tel que c'est lancé, il ne faut pas s'attendre à un miracle en 2021 concernant la présidentielle. À moins, comme je l'ai dit, à moins qu'il y ait un miracle, à moins qu'il y ait un cataclysme politique, comme nos acteurs politiques savent aussi le faire, c'est là où on les attend le moins, qu'ils finissent par apparaître. Mais je crois que tel que les choses sont conduites jusqu'à maintenant... Les faits de mandat au Bénin sont comme ça. Oui. On a vu avec Boni Yahi qui mais généralement, a été lâché. Hein. Non, mais généralement, tel que les choses se passent, écoutez, vous avez 83 députés sur 83. Vous pensez qu'un de ces députés-là va pouvoir désobéir au chef de la majorité présidentielle, va vouloir désobéir au président de son parti, alors que les législatives sont déjà pour 2023? Est-ce qu'il va vouloir désobéir? Je ne crois pas. Donc, et vous pensez qu'un maire va vouloir désobéir à un chef de parti politique? Alors que, voilà. Les élections générales. Les élections générales, je vous l'ai dit. Donc, vous pensez qu'un maire va vouloir ne pas respecter le mot d'ordre du président du parti politique
alors qu'il sait qu'il a été désigné, Alors, et qu'en tout temps, si le parti lui retire sa confiance, il pourrait être destitué. Est-ce que vous voulez dire que l'opposition est complètement muselée? Ah, pas muselée. Je n'ai pas employé ce verbe. L'opposition, c'est que le trou... C'est fini, c'est consommé. Oui, le trou est tellement profond que, à moins qu'il y ait un cataclysme, à moins qu'il y ait un miracle, sinon tel que les choses se sont dessinées là, je ne pense pas qu'il y ait un président. Non, vous savez, il y a plusieurs mois devant nous. Vous savez ce en quoi aussi c'est un peu trop difficile à changer après. Parce que le chef de l'État, qui est le chef de la majorité, légalement, constitutionnellement, a la possibilité de revenir pour un deuxième mandat. S'il était à la fin de son mandat constitutionnel, cet dernier mandat constitutionnel, les choses auraient pu changer. Des députés peuvent, à la dernière minute, changer de camp. Parce que le chef de l'État est partant. Le leader. Mais celui qui est là a la possibilité de revenir, conformément à la Constitution. Les partis ont une idéologie, soutenir le chef de l'État. Si éventuellement un candidat réussissait à réunir 16 parrains, dont 7 des FCBE et peut-être 9 d'ailleurs, on se demanderait, logiquement, sur quelle base ces 9 qui soutiennent le chef de l'État en arrivent à coopter la candidature de quelqu'un qui ne soutient pas l'action du chef de l'État. C'est pour ça que mathématiquement, ce n'est pas évident, mais nous sommes en politique. Oui, politiquement, tout est possible. Donc, on va suivre l'évolution des choses pour mieux faire les analyses qu'il faut en son temps. C'est vrai. Mais selon... Nous avons 9 mois, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici à là, à l'Assemblée nationale, ou même au niveau même des communes. Intéressons-nous maintenant à la plus grande municipalité du Bénin, Cotonou, qui désormais comme maire Luc Setondia à Trokpo, voilà, connu déjà dans le milieu, ancien maire de Boycon et président de l'Association nationale des maires du Bénin, c'est bien cela, des communes du Bénin, la NCB. Quelles sont alors les chances les opportunités de développement de Cotonou avec Luc Setondia à Trokpo? Nous savons qu'à Cotonou, il y a beaucoup de défis, surtout liés à la gestion des déchets, des défis liés à l'urbanisation, des défis liés à la lutte contre les inondations et bien d'autres. Gilles Chris Tchidi. Oui, je crois que Cotonou, étant donné que c'est la capitale économique, qui presque même prend la place de la capitale normale, la capitale politique. Puisque, si vous voyez un peu Cotonou, vu sa place, l'aéroport est à Cotonou, les grandes institutions, la présence, etc., etc. Cotonou, presque, c'est la capitale du Bénin. C'est une commune très stratégique. 1, du point de vue politique, 2, du point de vue économique, et même peut-être 3, du point de vue touristique. Parce que tous ceux qui viennent au Bénin passent par Cotonou. En tout cas, actuellement, c'est Cotonou la porte d'entrée du Bénin. Ça veut dire que, du point de vue du développement, celui qui doit gérer cette commune-là doit être un expérimenté. Est-ce que Luc Atropo est un expérimenté? Je répondrai oui, puisqu'il a dirigé Boycon pendant plusieurs années. Et je répondais encore oui parce qu'il a été président de l'ANCB. Donc, sur ces deux bases, il connaît ce qu'on appelle gérer une mairie. On a vu longtemps, on a entendu beaucoup dans la presse, beaucoup parler, on a beaucoup entendu parler de lui. Mais sa fin de mandature à Boycon a rimé avec beaucoup de publications, je ne sais pas de qui, mais beaucoup d'acteurs qui s'échinent à démontrer les ratés de sa gouvernance, les insuffisances de sa gouvernance. Moi, je ne peux pas juger ce qu'il a fait à Boycon, mais étant donné qu'il est humain, il a fait des choses, il a certainement fait avancer la commune, certainement sur des points donnés, et il lui en reste. Arrivé à Cotonou, les donnes doivent changer. Pourquoi? Parce que même sur le plan politique, Cotonou est une ville très complexe. Parce qu'on ne sait pas exactement, Cotonou, est-ce que c'est le fief de quel parti? On n'arrive pas vraiment à identifier. Et pour la présidentielle, c'est un gros enjeu. Mais pour la question du développement local, puisque la décentralisation, c'est d'abord le développement à la base, il fallait aussi quelqu'un de confiance pour le parti l'Union progressiste, qui était donc majoritaire là, mais aussi pour la majorité en place. Puisque, vous savez, il y a certains projets phares de développement, comme le Grand Okwe. Vous n'avez pas de gestion d'ordures. La construction, la modernisation des marchés à Cotonou, des projets qui sont inscrits dans le programme d'action du gouvernement et qui sont presque en train de naître, presque. Donc, il n'y a plus de temps pour les achever avant 2021. Il va falloir qu'on y mette quelqu'un
qui connaissent très bien le système pour faciliter aussi le dialogue avec le système. Donc, c'est certainement pour tous ces calculs-là qu'il a dû venir de Boycon à Cotonou. Vous croyez que son départ de là-bas est innocent et son arrivée... D'ailleurs, lorsque on avait commencé à se demander est-ce que par le vote, les gens vont se faire élire, la question se posait aussi à Cotonou. Est-ce que si on procédait par vote, tout le monde allait l'élire? Des questions subsistaient. Maintenant qu'il est là, Cotonou a besoin de se développer. Non seulement il y a la question des déchets, mais il y a aussi une grosse question, c'est la question d'inondation. C'est même la question principale pour tous les Cotonois. L'inondation, les inondations constituent le talon d'Achille de tous les habitants de Cotonou. Si, en collaboration avec le pouvoir en place, il peut régler ces questions-là, je crois qu'il aura réussi sa mandature. Cédric? L'atout fondamental de Luc Atropo, c'est qu'il a l'expérience de la décentralisation déjà. L'autre atout qu'il a, c'est qu'il est soutenu par le pouvoir en place. C'est qu'il est soutenu, je vais dire même, il est comme un bras droit, en réalité, du pouvoir. Et comme on le dit, Cotonou est une ville vraiment très stratégique au plan politique et économique. Il fallait mettre quelqu'un de confiance. Et donc, avec tous ces soutiens, je crois bien que s'il se met à la tâche, il va réussir, il pourrait réussir, on attend de voir. Puisque nous entrons dans la saison pluvieuse, ça sera sa première épreuve. On verra ça sera vraiment sa première épreuve parce que là, nous sommes en juin et bientôt, ça va commencer. Donc, ça sera vraiment sa première épreuve. On verra bien de quoi il est capable. Mais il y a une chose qu'il doit retenir. Cotonou n'est pas Boycon. Les enjeux de Cotonou sont de très loin les enjeux de Boycon. En réalité, ne sont pas du tout les mêmes. À Cotonou, il doit avoir le dos large. Parce que quand ça ne va pas dans un quartier à Cotonou, on dira que c'est monsieur le maire. Et le grand défi, c'est le défi de lutte contre les inondations. S'il peut réussir ça, je crois bien qu'il va sortir de sa mandature en étant porté en triomphe. Comme l'autre. mais un tour dans la ville de Cotonou, est-ce que Luc Atropo s'y accepté? C'est une vraie question. Le jour de la désignation, la non, mais ça, presse n'a c'est pas une été vraie autorisée question. à entrer. Et puis, il n'y avait pas du tout d'enthousiasme. Il n'y avait que les forces de l'ordre et la presse au dehors, après une courte déclaration du maire. Mais dans la ville de Cotonou, on ne sentait réellement pas l'engouement qu'on devait y avoir. Les populations ne sont même pas sorties, comme le cas de Calavi, où vous avez vu au moins des populations qui, à Cotonou, ce n'était pas forcément le cas. C'est ce que je dis. La bataille qui a eu lieu avant sa désignation aura-t-il réellement le soutien de la population? Est déjà un problème. La bataille qui a eu lieu au sein même de l'Union progressiste avant sa désignation est déjà un problème. Parce qu'au sein même de l'Union progressiste, on s'est rendu compte que ce n'est pas lui seul qui était le candidat. Oui. Il y a eu 3 candidats. Lui, Isidore, le maire sortant, Isidore Nyonfou, et puis Gatien Adjagboni. Donc, que s'est-il passé? Nuit était cette loi interprétative. Et je vais même aller loin pour dire, est-ce que même cette situation n'a pas pesé lourd dans la balance pour que les choses puissent aller très vite à l'Assemblée nationale, pour que la désignation soit maintenant à l'ordre du jour. Donc, il va falloir qu'il concilie les uns et les autres. Et il faut aussi qu'il arrive à se rapprocher plus de la population. Vous savez, il peut rapidement s'asseoir dans la population en quelques mois s'il sait mettre les pieds là où il doit mettre les pieds, s'il sait mettre l'accélérateur là où il doit mettre l'accélérateur. Vous savez, avec quelques actions sociales, vous faites un tour à Cotonou, les gens parleront bien de Luc Atropo. Oui, vous savez, Luc Atropo, il sait très bien se faire adorer par les populations. Voilà. On l'a vu à Boyko. C'est quelqu'un qui sait communiquer aussi. Donc je crois qu'avec son expérience, il pourra, ne serait-ce que sur le plan de la communication, se faire bien voir. Et on a dit, la question de l'inondation, des inondations, constitue une question tellement cruciale que lorsqu'on initiait Cotonou en campagne contre les inondations courant 2003-2004 à Cotonou, tout le monde fondait son espoir sur ce projet-là. Après, on nous a dit que c'est un plan d'urgence. Maintenant, on a besoin d'un plan qui puisse éradiquer la question des inondations. Du concret. Et c'est un vrai casse-tête, je le sais. C'est un grand défi. Maintenant, vous avez aussi vu que la 3e mandature
dans la troisième mandature, les maires ont presque perdu leurs bras pour travailler. Le pouvoir en place est beaucoup plus impliqué pour aller rectifier des problèmes de gouvernance par-ci, par-là, etc., etc. Je voudrais aussi croire que l'arrivée de Luc Atropo, par exemple, à Cotonou, installera ce climat de confiance où on laissera la main au maire ou à l'exécutif communal pour opérer vraiment. Parce que parfois, on a comme un télescopage entre les actions de l'exécutif et les actions de la mairie. C'est vrai que Cotonou, c'est presque le bastion même du pouvoir en place, étant donné que tout est installé à Cotonou, c'est vrai. Mais peut-être aussi que c'est l'ère où on va voir un maire qui a la main, qui décide, etc., etc., qui sort sans avoir attendu le préfet d'abord avant de se montrer pour des questions de guérissement, etc., etc. On verra. En tout cas, je voudrais ajouter quelque chose. C'est pourquoi, même, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui font état qui font circuler certains noms au niveau de la préfecture du littoral, puisque la préfecture, le préfet qui est là, c'est un préfet par intérim. Oui, du littoral. Voilà. Il faut aussi, c'est pourquoi le calcul doit être bien fait. Il faut amener quelqu'un, s'il faut amener un acteur politique là, pour le nommer maintenant préfet du littoral, il faut que la personne puisse vraiment être une personne qui s'entend très bien avec le maire de Cotonou, pour que les choses puissent aller, pour qu'on ne vive pas la même scène qu'on a eu à vivre quand Léari Soglo était là, sinon... Non, mais ça, c'est banal. Ça, c'est banal, mais c'est très profond. Et je suis sûr que les réflexions sont en train d'être menées, ça doit être très, très profond. Oui, non, la particularité, c'est que Cotonou, en tant que commune et en même temps département. Quand on dit littoral, c'est une seule commune, c'est Cotonou. C'est ça qui fait qu'il y a souvent conflit d'attribution entre les attributs du préfet, surtout quand vous avez un préfet très actif, et les attributs du maire, surtout si vous avez un maire plus ou moins passif. Et maintenant, l'exécutif, c'est-à-dire le ministre de la décentralisation, le président de la République, imaginez, si vous voyez le préfet ou même le ministre descendre pour aller constater le dysfonctionnement des feux Tricola Cotonou, c'est que la mairie est défaillante. Ne nous leurrons pas. Si même vous voyez le préfet qui sort, qui va voir est-ce que les gens se sont installés sur les terres pleins centraux, sur les trottoirs, c'est que la mairie est défaillante. C'est pour ça que sur tout ça, là, sur tout cet aliment, les hommes qui doivent être là doivent être des hommes de confiance. Mais je suis sûr que ces politiques-là sont très en avance sur nous. Voilà. Mais c'est aussi l'ironie en politique, hein, Lucas Atropo qui remplace, qui occupe désormais le fauteuil de son ancien président. Ça, c'est vrai. C'est vraiment les faits sont têtus, les faits sont têtus, on ne peut pas passer cette actualité sans voir ce côté-là. Je me posais la question samedi, après sa désignation, de retour au bureau, je me disais, mais Léa Divinayon Soglo, depuis son lieu d'exil, serait en train de se poser mille et une questions, puisque peut-être qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, celui qu'il a dirigé en tant que président du parti. Il serait quand même content de voir son... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, puisqu'il n'est pas ici pour qu'on lui pose la question. Oui, justement. Non, mais c'est quand même paradoxal. Mais il faut dire que c'est un bon coup. C'est la réelle politique. C'est un bon coup politique, au fait, pour le pouvoir. Non, mais c'est de la politique. Oui, c'est de la politique pure et dure. Et c'est un très bon coup politique pour le pouvoir. Un très grand et très bon coup politique pour le pouvoir. En tout cas, mais dans le même temps, vous savez, en politique, mais en politique, tout est faisable. Léari Soglo le sait. Il sait qu'en politique, on donne des coups, on reçoit des coups. C'est pour ça que si vous n'êtes pas capable de supporter des coups très violents, même mortels, n'allez pas en politique. Eux tous, ils le savent. Vous savez, lorsque Boni Aïe quittait le pouvoir, ou même en 2014, ne serait-ce que 2014, même en 2015, les gens ne jureraient pas que quelqu'un qui a eu des ennuis avec le président de la République reviendra prendre sa place. Donc tout est possible en politique. Merci. On parle toujours politique en Afrique, mais cette fois-ci avec, bien sûr, la mauvaise nouvelle, décès de Pierre Nkurunziza, le président burundais qui est décédé le lundi 8 juin d'un arrêt cardiaque alors qu'il s'apprêtait à transmettre le pouvoir. Il finissait son 3e mandat très contesté, puisque cela a engendré une longue crise politique dans le pays. On parle d'un
acteur. Alors, êtes-vous de cet avis-là, Gilles Chris? Bon, Pierre Nkurunziza, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? On retient de l'homme. La nouvelle, effectivement, on l'a eu tous. Pierre Nkurunziza, très fort, très redoutable. Tout puissant, oui. Très puissant. Qui s'en est allé? La grande leçon qu'on peut tirer de façon très simple et immédiate, c'est que tout finit par finir. Et il faudrait que tous les hommes forts du monde entier, où qu'ils soient, qu'ils se le rappellent de temps en temps, que tout finit par finir. Pierre Nkurunziza, vous savez, il y a un reportage que j'ai de Radio France Internationale dans mon ordinateur. Chaque fois quand je l'écoute, ça me fait marrer. Il a fait enfermer des acteurs de football juste parce qu'on a osé le tacler sur le terrain. C'est un footballeur, il est pratiquant. Tout à fait. Et lorsque Pierre Nkurunziza veut jouer au football, la règle est très claire. On ne l'approche pas à moins de 3 mètres. Ça veut dire que s'il approche avec son ballon, même le gardien doit quitter parce que c'est ça la règle. Et il y avait un match entre son équipe et une équipe qui était venue. L'équipe congolaise, je crois. Oui. L'équipe n'avait pas suffisamment été briefée que lorsque le chef de l'État a le ballon, on ne l'approche pas à moins de 3 mètres. Des gens ont osé l'affronter de front. L'ont même fait tomber. Eh bien, c'est la prison directe. Ils ont fait la prison avec des peines très lourdes. Deuxième paramètre, c'est que dans le même jeu, il doit marquer nécessairement. Et l'arbitre a même été obligé de dire à l'équipe adverse, si vous l'empêchez tout le temps de marquer, c'est que vous allez jouer jusqu'à demain. Parce qu'il doit marquer avant la fin du match. Et c'est lui qui doit marquer les meilleurs buts. Donc, le gardien, évidemment, si le joueur seul a le ballon, on ne peut pas l'approcher à moins de 3 mètres, c'est qu'il peut rentrer dans votre camp avec. Donc, vous voyez quelqu'un comme ça qui quitte le pouvoir de cette manière. Non seulement il a quitté le pouvoir, mais il s'en est allé de façon inopinée. Le pouvoir qu'il a refusé d'abandonner en 2015. 2015, avec un troisième, bien sûr, il y a eu des centaines de morts. Une répression meurtrière extraordinaire. Mais lui-même, finalement, il s'en est allé. Il y a certaines sources burundaises qui disent qu'il est mort de la Covid-19, puisque ça avait été dit qu'il a eu le Covid-19, et puis son staff a dit non, qu'il est en traitement. Finalement, on a pu annoncer qu'il a été guéri avant sa mort. Mais officiellement, on dit qu'il est mort d'un arrêt cardiaque, que ce soit de Covid-19, arrêt cardiaque ou de toute autre chose, c'est qu'il s'en est allé. Et la grande leçon, c'est que tout finit par finir. Vous savez, le successeur, là, celui qui a été élu en mai, doit prendre service en août. Maintenant, la constitution burundaise dit que le chef de l'État doit lui passer le service, main en main. Maintenant qu'il s'en est allé, il y a aussi des décisions. Est-ce qu'on va avancer la date de prestation de serment? On est en train de voir. Mais il faudra retenir de façon toute chaude que tout finit par finir. L'autre chose, c'est qu'au plan politique, peut-être que le pays va connaître une certaine accalmie. Et que le successeur doit savoir que son grand défi, c'est un défi d'unification. De réunir tous les acteurs politiques, de redonner confiance à tous les citoyens, puisqu'il y a un grand stress qui ne dit pas son nom au Burundi. Il y a que la presse est très muselée. Lorsqu'on le dit, bon, on peut se demander, est-ce qu'il y a des pays où la presse est quand même libre? Chaque pouvoir a quand même la volonté de contrôler sa presse. Mais au Burundi, c'est très clair. Vous ne dites pas des choses qui sont contre le pouvoir, sinon vous savez ce que vous attendez. Et donc, il y a tellement de chantiers, ne serait-ce que sur le plan des libertés, de la démocratie, de la liberté d'expression. Le pays est à rebâtir. Il faut qu'on repense ces plaies-là, que les familles éplorées fassent leur deuil. C'est beaucoup de choses. Cédric... J'espère que j'aurai le même temps de parole que Gilles Chris. Il le dit tout le temps. Oui. Je tiens à ça. Oui. Moi, j'ai beaucoup à dire sur le Burundi. D'abord, en commençant par la manière dont Pierre Nkurunziza est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir dans des circonstances que l'histoire a retenues. Premier mandat, 5 ans. Deuxième mandat de 5 ans. Il devrait s'en aller par la grande porte. Mais au nom donc d'une ascension populaire qui ne disait pas son nom, dont lui seul, il avait le secret. Il a voulu briguer donc un troisième mandat. Comme Zikis l'a dit, tout finit par finir. Mais Pierre Nkurunziza, pendant qu'il était au pouvoir, qui êtes-vous acteur politique pour lui faire face? Vous ne pouvez pas. Si déjà au sport, on ne peut pas. Si déjà au sport, vous ne pouvez pas le tacler. Qui êtes-vous acteur politique pour lui faire face? Qui êtes-vous, dit de l'opposition,
pour lui faire face. Mais je vais dire, c'est carrément, il était carrément un souverain, un roi pour cette république-là. Mais oubliant que il y a un temps pour toute chose. C'est ça. Et que l'homme a juste le souffle de vie. Lorsque ça passe, c'est que vous n'êtes rien. Vous voyez, on parle d'arrêt cardiaque. On ne sait pas si d'autres sources parlent de Covid-19, mais officiellement, le communiqué du gouvernement burundais a parlé d'arrêt cardiaque. On s'en arrête là, d'arrêt cardiaque. Alors, le travail à faire par celui qui a été élu le 20 mai dernier, c'est qu'il a gros à faire. Il doit unifier tout le peuple burundais parce qu'il y a une guerre ethnique qui se déroule dans ce pays-là, qui est un pays très stratégique, au plan économique et au plan politique aussi. C'est pourquoi c'est très très sensible. Il faut qu'il puisse vraiment être fort psychologiquement pour concilier. Essayer de concilier toutes les ethnies d'abord, essayer de s'entendre avec tout le monde, comme ça il y aura la calmie durant tout son mandat. Parce que souvent, celui qui a tenu un pays d'une main de fer, comme l'a fait Pierre Nkurunziza, lorsqu'il part, les populations se disent qu'elles sont délivrées et donc elles vont vouloir s'exprimer, elles vont vouloir prendre d'assaut les droits qui leur étaient embrigadés pendant la gestion, pendant le pouvoir, pendant le règne de cette personne-là. Donc, il faudrait que celui qui remplace Pierre Nkurunziza soit vraiment un homme de dialogue, soit un homme politique très fin, mais c'est une personnalité du camp de la majorité présidentielle. Et c'est là qu'il faut vraiment craindre. Est-ce qu'il a la carrure? Est-ce qu'il va pouvoir concilier tout le monde? Comment les opposants qui sont en exil vont pouvoir rentrer? Parce qu'au plan économique, le Burundi a été classé 166e par un classement de la Banque mondiale en 2019, 166e. Au plan économique, toujours une croissance qui a chuté carrément à 0,46% en 2006. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau, que dis-je, en 2016, pas en 2006, en 2016. Donc, il y a beaucoup de choses à régler. Et actuellement, un dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies sur la gestion économique au Burundi a démontré que plus de 75% des Burundais vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc imaginez tout cela mis ensemble avec une gouvernance politique, je ne dirais pas catastrophique, mais qui est presque catastrophique parce que vous n'avez pas la liberté de parler, vous n'avez pas la liberté de vous exprimer, vous pouvez être en train de marcher sur la voie publique, vous pouvez entendre des coups de feu. Donc tout cela mélangé à la crise économique, il faut que celui qui le remplace ait un mental très fort. Voilà. Ça me ressemble comme une certaine délivrance pour les Burundais, vous voulez dire? Pour les Burundais, et il faut que les hommes forts, qui se disent forts du moment, puissent savoir que tout finit. Le tout-puissant Pierre Nkurunziza, en 2015, quand on allait au plateau pour présenter le JT avec cette déclaration, la façon dont il est resté ferme sur sa décision, en briguant ce troisième mandat, en s'imposant pratiquement avec une révision constitutionnelle. On se demandait, mais quelle force nous avons l'homme? Aujourd'hui, quand on a pris son décès ce lundi, il y a un verset biblique qui nous est arrivé à l'esprit. L'homme n'est pas l'homme n'est pas maître de son souffre pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a pas, et bien sûr, de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est Ecclésiaste 8:8. Alors, allons-y avec modération. Modération. Encore moins pasteur. Modération. Alors, pasteur, quelle que soit la force que nous avons, quelle que soit la force du moment, avec la modération, c'est l'intelligence. Non, mais c'est justement ça. C'est Pourquoi ce qu'il faut l'Afrique dire pour conclure. se débarrasse de plus en plus? À 55 ans, mais un arrêt cardiaque, donc c'est réglé en quelques heures simplement. En quelques minutes. Un arrêt cardiaque, c'est une affaire de quelques secondes. minutes. Voilà. C'est une affaire de secondes, ça s'arrête, c'est fini. C'est une leçon. Et sous son régime, on a classé le Burundi parmi les régimes autoritaires. C'est-à-dire,
Ça a carrément viré au Merci. rouge. Merci Régime Cédric autoritaire. Kitikaoum de Radio Cédon. Merci Gilles Christidi, journaliste indépendant. Merci à vous également, téléspectateurs de Eden TV. Et merci à toute l'équipe de réalisation. Martin Toïsset, Chimène Claudia Dossou et Denis Maroya. L'équipe nous retrouve mercredi prochain. Au revoir.